Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tout savoir sur le sportif et le sujet du jour est l'hypertrophie musculaire. Alors dans cet épisode on va aborder, comme vous l'avez compris dans le titre, l'hypertrophie musculaire, les différents types d'hypertrophie, quel va être l'effet de l'entraînement et des manières de s'entraîner sur cette hypertrophie et comment arriver à maximiser ses gains avec des techniques d'identification, des techniques d'entraînement, des fourchettes de répétition et des temps de repos qui vont être bien spécifiques à chaque type d'hypertrophie. Bon, j'ai mes petites notes qui sont juste ici et je vous propose d'attaquer tout simplement, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur l'intensité et le volume, en fait c'est une vidéo un peu introductive à celle-ci qui explique les notions, comme son titre l'indique, d'intensité et de volume, mais qui parle un petit peu aussi de la fibre musculaire, donc la fibre égale la cellule musculaire, et de son fonctionnement. Et du coup, si vous ne comprenez pas dans cet épisode-là ce que je raconte au niveau des fourchettes de répétition, des intensités, etc., eh bien je vous redirige vers cette vidéo qui vous expliquera pourquoi s'entraîner en intensité ou en volume peut être plus ou moins intéressant en fonction de l'hypertrophie que vous recherchez. Voilà un petit peu. Alors, on va commencer avec la définition de l'hypertrophie. Donc, j'ai noté l'hypertrophie, c'est l'augmentation en taille d'un organe ou d'un tissu par l'augmentation de la taille de ses cellules. Alors, je vais simplifier un petit peu ça. En gros, vous avez un organe ou un tissu. Nous, on va parler des muscles parce que ce qui nous intéresse, c'est l'hypertrophie musculaire. Donc, on prend un muscle, et bien tout simplement, l'hypertrophie, ça va être ce muscle qui va être plus grand, plus gros, parce qu'il va avoir plus la taille de ses fibres musculaires, de ses cellules, va être plus élevée. Donc tout au long de l'épisode, je vais parfois dire fibre musculaire, parfois cellule musculaire. En fait, c'est exactement la même chose. Une fibre musculaire est une cellule musculaire. Donc si jamais je dis fibre ou je dis cellule, c'est la même chose. Ne soyez pas perdus vis-à-vis de ça. Donc en gros, quand vous allez vous entraîner, il va y avoir une notion de stress. Et en fait, vos fibres, vos cellules musculaires vont progresser, vont s'adapter en fonction du stress auquel elles vont être soumises. En fait, votre organisme, pour lui, c'est absolument pas une priorité de construire de la masse musculaire. L'organisme, lui, ce qu'il cherche, c'est fonctionner en produisant le moins d'efforts possible. Donc, si vous avez par exemple, je sais pas moi, un travail qui est manuel et que vous n'avez aucune condition physique, eh bien votre corps, au début, vous allez fatiguer et votre corps va se renforcer pour que ce travail manuel devienne facile. En fait, en musculation et en renforcement physique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez commencer à effectuer un mouvement. On va prendre l'exemple d'un curl biceps parce que c'est assez simple à comprendre. Donc, vous faites votre curl biceps. Admettons que vous faites votre curl biceps à 8 kg. Bon, vous avez votre haltère, vous faites votre curl à 8 kg. Le stress que ça va induire au niveau de votre muscle, on va dire qu'il est normal. En fait, votre muscle, il n'a aucun souci à effectuer ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, rien du tout. Pourquoi rien du tout ? Parce que ce stress, il ne va pas être suffisamment important pour provoquer un changement de votre organisme, une adaptation de votre organisme à un stress qui va être trop important. Alors que si vous avez un stress qui est plus important que ce que votre organisme est capable d'encaisser, que ce que votre muscle est capable d'encaisser, eh bien dans ce cas-là, il va y avoir des adaptations au niveau de vos tissus, au niveau de vos fibres, de vos cellules musculaires qui vont se faire. Et ça va passer du coup par une augmentation en taille de ces fibres et donc une augmentation en taille des muscles. Voilà en fait comment ça fonctionne. Donc il faut comprendre que les fibres musculaires, je vais vous faire l'architecture. En gros, vous avez votre muscle. À l'intérieur de votre muscle, vous avez des gros tuyaux qu'on appelle les faisceaux de fibres. Et en fait, dans ces faisceaux de fibres, vous comprenez bien, il y a plein de fibres. Et en fait,
tout à l'heure, j'ai dit qu'on augmentait la taille des fibres musculaires. En fait, on augmente uniquement la taille des fibres musculaires. On n'augmente pas le nombre de fibres musculaires. C'est-à-dire que vous avez un nombre fixe de cellules à l'intérieur de chaque muscle et vous ne pouvez pas modifier ce nombre de fibres. C'est ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. Ça, c'est important de le garder à l'esprit parce que, bon, déjà pour la culture générale, c'est intéressant. Et en fait, vous allez comprendre que en vous entraînant, vous n'augmentez pas le nombre de fibres, mais la taille de ces fibres. Et en comprenant ça, vous comprenez des choses au niveau des adaptations nerveuses et au niveau de, justement, les modalités d'entraînement. Mais si ça, vous posez des questions là-dessus, je vous invite à aller voir le premier épisode qui traite du système nerveux où je parle justement des adaptations nerveuses en détail. Donc, les fibres musculaires ont un nombre fixe qui vont être répartis en plusieurs types de fibres. On va en parler juste après. Mais vos fibres, en gros, si vous avez 1000 fibres dans un muscle, vous aurez toute votre vie 1000 fibres dans un muscle. Vous n'augmenterez pas le nombre de fibres, juste vous augmenterez leur taille. Et donc, je vous ai dit juste avant qu'il y avait plusieurs types de fibres. On a les fibres de type 1, les fibres de type 2 et les fibres, entre guillemets, de type 2BX. Donc, vous avez vos fibres de type 1. Alors, les fibres de type 1, ce sont des fibres lentes qui interviennent au moment d'efforts plutôt d'endurance. C'est ce qu'on appelle la filière énergétique aérobie. Donc par exemple, si vous allez courir 5 km, 10 km, c'est plutôt ces fibres musculaires-là qui vont être utilisées. C'est des fibres qui ne sont pas très puissantes, mais qui par contre vont avoir une fatigabilité très peu importante. C'est-à-dire qu'elles vont être très très endurantes. Vous allez pouvoir les faire tenir entre guillemets à l'infini. Donc cette proportion de fibres lentes et fibres rapides, elle est liée à plusieurs facteurs. On a la génétique, l'activité physique que vous pratiquez et aussi le muscle. Si par exemple on parle des muscles des jambes, vous avez plus de fibres lentes dans les jambes que par exemple dans les muscles comme les biceps ou les triceps. Voilà, ça c'est lié en fait tout simplement à des facteurs de génétique, comme je l'ai dit avant, et de positionnement des muscles et d'utilisation des muscles. Comme vous marchez, vos jambes ont besoin de vous soutenir toute la journée, elles ont donc besoin d'un taux de fibres peu fatigables plus élevé. Maintenant, les fibres de type 2, alors il y a plusieurs catégories. On a les fibres de type 2A, les fibres de type 2B, et après il en existe d'autres qui sont un peu anecdotiques et dont on ne va pas forcément parler parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment anecdotique. Donc on va vraiment se concentrer sur les 2A et les 2B. Donc les 2A, ce sont des fibres dites rapides. Donc celles-ci, elles interviennent au niveau de la filière anaérobie cette fois-ci. Et la filière anaérobie, on en a deux. On a la lactique et la alactique. Donc les fibres de type 2A, ce sont les fibres qui sont utilisées lors de la filière anaérobie lactique. Donc comme son nom l'indique, vous avez déjà entendu parler de l'acide lactique, etc. Et bien en fait, cet acide lactique est un déchet, entre guillemets, de la transformation chimique qui a lieu lors de la création d'énergie de cette filière énergétique. Si jamais, de toute façon, vous ne comprenez pas forcément tous ces concepts de filière énergétique et tout, ne vous en faites pas parce qu'il y a un épisode qui va sortir dans pas trop longtemps normalement qui va expliquer tout ça plus en détail. C'est pour ça que là, je fais une overview vraiment très générale de ces filières et des fibres. En gros, ces fibres de type 2A vont être utilisées pour des efforts plutôt courts. Elles vont avoir une bonne puissance, mais elles se fatiguent relativement vite. Donc au niveau d'un effort, par exemple, si vous avez un entraînement en renforcement musculaire, quand vous allez effectuer une série qui va durer plus de 30 secondes, là, vous commencez déjà à utiliser ce type de fibres. Et au niveau fatigabilité, si par exemple vous courez, c'est des fibres qui, au bout de 2 minutes 30, 3 minutes, commencent déjà à ne plus être trop utilisées. Et ensuite, vous avez les fibres de type 2B qui sont des fibres extrêmement puissantes, mais ce sont les fibres les plus minoritaires dans votre organisme, c'est celles dont il y a le moins. Et ces types 2B en fait, sont pratiquement instantanées en termes de contraction. C'est celles qui sont les plus rapides, mais c'est aussi celles qui sont les plus fatigables. Donc ce sont les plus rapides, les plus puissantes, mais les plus fatigables. Ça, c'est vraiment sur des efforts d'explosivité, sur des efforts très intenses, mais très très courts aussi. Donc par exemple, vous faites un squat, un bench, un développé couché,
un deadlift, voilà, vous utilisez principalement ces fibres-là. Et donc au niveau de toutes ces fibres, pourquoi c'est important à savoir, là c'est un petit point alimentation plus que je vais vous faire, c'est qu'en fait chaque type de fibre est lié à un type de filière énergétique, comme vous l'avez compris, et chaque type de filière va utiliser des substrats énergétiques, donc va utiliser des nutriments qui vont être spécifiques. Au niveau par exemple de la filière anaérobie alactique, donc la filière qui utilise les fibres de type 2B, celles qui sont fortes, on va avoir une utilisation principalement de glucose et de phosphocréatine. Au niveau de la filière anaérobie lactique, donc celle qui est moyenne et qui se fatigue plutôt vite, là ça va plutôt être du glucose, de l'oxygène. Et dans la dernière, l'anaérobie lactique, je récapitule, dans la filière aérobie, excusez-moi, donc celle qui est très endurante et qui par contre est pas très forte, bah dans celle-ci, vous allez plutôt utiliser tout ce qui va être lipides et un petit peu de glucides, et notamment dans les lipides, les triglycérides. Mais voilà, si jamais tout ça, ça vous intéresse, vous avez le lien de podcast en description où j'explique un petit peu tout ça dans les épisodes concernés. Donc lipides, glucides. Donc au niveau des muscles, vous avez ces types de fibres-là. À noter que votre fibre, en fait, en fonction de votre entraînement, je vous ai dit qu'elle pouvait être modifiée. Et en fonction de votre pratique sportive, ça va du coup être plutôt intéressant d'essayer de travailler les fibres de type 1 ou les fibres de type 2. Et donc ça va passer par des entraînements plus ou moins intenses et plus ou moins longs. Vous avez compris que si vous voulez travailler vos fibres de type 1, il va falloir faire des efforts plutôt longs avec une intensité pas forcément très élevée. Donc travailler sur du volume musculaire. Voilà pourquoi la vidéo sur l'intensité et le volume était avant celle-ci. Donc vos fibres de type 1 et de type 2A, il faut savoir qu'elles peuvent se transformer l'une en l'autre. C'est-à-dire que vos fibres de type 1 ont la capacité de se transformer en fibres de type 2A. Et inversement, il faut noter, alors je ne sais pas, sur toutes les recherches que j'ai pu faire au niveau scientifique, au niveau d'études, je n'ai jamais vu d'études qui montraient qu'il y avait une possibilité de transformer des fibres de type 1 en fibres de type 2B. Je n'ai vu ça nulle part. Donc si jamais vous avez connaissance de ça et que vous avez des études ou quoi, ou que vous savez que c'est possible, dites-le en commentaire avec le lien de l'étude. Ça pourrait être intéressant à étudier. Mais moi, j'ai jamais trouvé d'études qui montraient qu'on pouvait transformer des fibres de type 1 en 2B. Donc je pars du principe que c'est impossible. Je dis pas que c'est le cas parce que peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait les bonnes recherches, mais voilà. Donc si jamais vous avez l'astuce, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup, vos fibres de type 1 peuvent être transformées en type 2A et les 2A en type 1. Et du coup, ça va être en fonction de votre type d'entraînement. Donc, entraînement plutôt en volume avec des faibles intensités qui va être plutôt long. Donc, admettons, vous faites du renforcement musculaire, ça va être des fourchettes de répétition comprises entre 20 et 30 reps, des trucs qui vont être vraiment très longs mais avec des charges très faibles. Et bien là, vous allez potentiellement utiliser vos fibres plutôt de type 1. En tout cas, les types 2A, c'est sûr, vous allez les solliciter. Et après, si vraiment vous faites des sports d'endurance, les types 1, c'est celles qui sont à privilégier. Et donc là, de toute façon, vous n'avez pas forcément trop à vous poser de questions parce que, à moins que vous fassiez uniquement du fractionné, si vous faites de l'endurance, vous allez plutôt convertir vos types 2A en type 1. Et au niveau inverse, c'est parfaitement possible. Si vous travaillez sur des fourchettes un peu plus courtes de répétition avec une intensité un petit peu plus élevée, vous allez plutôt transformer votre fibre de type 1 en fibre de type 2A, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est au niveau des fibres musculaires. Ça peut être quelque chose, quand vous atteignez un certain niveau sportif, ça peut être intéressant de considérer ce genre de choses. Et même si vous n'êtes pas forcément un sportif. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir ces choses-là parce que au moins vous savez ce qui se passe dans votre corps et ça a un impact sur l'hypertrophie dont on parlera juste après. Donc, au niveau du muscle. Alors, le muscle, il a deux états. C'est ce qu'on appelle, en gros, c'est la capacité du muscle à augmenter va être liée à cette balance qui est la balance de l'état métabolique. En gros, votre corps, il oscille tout le temps entre deux phases, on va dire. On a une phase anabolique, ce qu'on appelle l'anabolisme, et une phase catabolique, ce qu'on appelle le catabolisme. En gros,
je vous schématise la chose. L'anabolisme, c'est quand vous utilisez des substrats pour créer de l'énergie. Et le catabolisme, à l'inverse, c'est quand vous utilisez de l'énergie pour... Enfin, comment dire? En gros, anabolisme, c'est de la création d'énergie. Catabolisme, c'est de la destruction de substrats. Donc, on veut éviter d'être en catabolisme au maximum parce que forcément, votre croissance musculaire se fait à quel moment? Elle se fait dans la fenêtre d'anabolisme. C'est pour ça que, encore une fois, petit point alimentation, si jamais vous voulez maximiser votre croissance musculaire, donc votre hypertrophie, il vaut mieux être le plus longtemps possible en phase d'anabolisme. Et donc l'anabolisme apparaît à quel moment? Eh bien, elle va apparaître après un repas, en phase de digestion, elle va apparaître en phase de récupération, pendant votre sommeil. C'est d'ailleurs le moment où elle est le plus élevé. C'est pendant qu'on dort que l'anabolisme atteint son plus haut seuil. Voilà, il y a des études qui le démontrent. C'est pour ça que le sommeil est extrêmement important au niveau de la croissance musculaire et de l'hypertrophie. Donc si jamais vous ne dormez pas assez, arrêtez de regarder la télé le soir et dormez, c'est super important. Vraiment, le sommeil, c'est un banger de fou. C'est limite, je pense, plus important que l'alimentation, même si l'alimentation est très importante. Mais voilà, le sommeil très très important. Et le catabolisme intervient quand? Eh bien, quand vous vous entraînez. C'est pour ça que manger une source de glucides et de protéines juste après votre entraînement, en fait, ça a plusieurs impacts positifs. Déjà parce que ça va réduire le catabolisme, d'autant plus qu'après l'entraînement, en fait, vous avez un pic d'insuline, ce qui fait que vous allez avoir une meilleure assimilation au niveau des glucides et des protéines. Du coup, si vous faites votre repas juste après ou vous prenez un post-workout, en fait, votre balance catabolisme-anabolisme va remonter un petit peu en faveur de l'anabolisme jusqu'à s'équilibrer, voire même à passer dans le positif pour être dans l'anabolisme. Et là, c'est parfait parce que du coup, vous êtes tout le temps en anabolisme et vous réduisez au maximum votre temps en phase catabolique. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, je résume la chose. Vous voulez être le plus longtemps possible en phase d'anabolisme et l'anabolisme intervient quand vous êtes au repos, en train de dormir, en phase de digestion ou en... Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de plus à rajouter. Le catabolisme intervient quand vous êtes en entraînement. Si vous voulez maximiser votre temps sous phase anabolique, vous allez vouloir manger, répartir vos repas un petit peu plus, être au repos et ne pas forcément vous entraîner plusieurs fois dans la journée. Et je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent un peu le matin, un petit peu le soir. Si vous faites ça, essayez d'avoir alors des sources de repas un petit peu avant et un petit peu après vos entraînements pour maximiser la fenêtre anabolique. Donc voilà pour cette très grosse introduction, si j'ose dire. Mais qui me semble quand même intéressante et importante. Peut-être que vous ne voyez pas forcément encore le lien avec l'hypertrophie, mais maintenant on va aborder le cœur du sujet et je pense que vous allez comprendre. Donc l'hypertrophie, alors au sens strict du terme, on a dit que c'était le grossissement d'un tissu ou d'un organe par l'augmentation de la taille de ses cellules. L'hypertrophie, on en a trois types. Alors, on a une hypertrophie dont on ne va pas forcément s'occuper, je vais donc juste vous la mentionner, c'est l'hypertrophie du tissu conjonctif. Alors le tissu conjonctif, en gros, c'est un tissu qui va servir de membrane à vos muscles, ni plus ni moins, c'est en gros un tissu qui entoure vos muscles et qui remplit l'espace entre les faisceaux de fibres, entre les muscles, entre les fibres. Voilà, comment ça se passe. En gros, cette hypertrophie, elle est automatique parce qu'elle va être en fonction des deux autres types d'hypertrophie, à savoir l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. Donc, je vais faire un petit disclaimer vis-à-vis de ça parce qu'on entend souvent des gens dire « Alors oui, là tu travailles en hypertrophie sarcoplasmique, oui, là tu travailles en hypertrophie myofibrillaire ». Encore une fois, le corps est une machine incroyable, je ne le répéterai jamais assez, et vous ne pouvez jamais complètement isoler une fonction biologique, vous ne pouvez jamais complètement isoler une manière de travailler pour être sur du 100%, 0%. Vous ne pouvez pas être sur du tout ou rien. C'est-à-dire que quand vous allez travailler d'une certaine manière,
oui, vous allez mettre l'accent sur l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas votre hypertrophie myofibrillaire. Vous pouvez très bien travailler sur des séries extrêmement longues et travailler votre hypertrophie myofibrillaire. Vous n'allez jamais avoir un ratio 100%, 0%. Quand vous allez travailler l'une, vous allez forcément travailler l'autre. Mais vous allez mettre plus l'accent sur l'une que sur l'autre. Et ça, il faut le garder à l'esprit parce que moi, c'est quelque chose que je vois souvent revenir. C'est oui, là, tu travailles ton hypertrophie sarcoplasmique, du coup, c'est plus de la gonflette, alors que tu devrais plus travailler ton hypertrophie myofibrillaire parce que ça, c'est de la vraie force, quoi. C'est de la vraie muscle, c'est du vrai muscle. Vrai muscle. Oui, mais non, parce que certes, tu vas mettre l'accent sur un type d'hypertrophie, mais l'autre type va aussi travailler. Donc, on nuance le propos. Voilà, je voulais faire ce petit disclaimer parce que c'est pas parce que vous allez faire des fourchettes de répétition extrêmement longues que vous ne travaillerez pas votre hypertrophie myofibrillaire. Mais on va voir ça tout de suite, ne vous en faites pas. Alors, on va commencer avec l'hypertrophie myofibrillaire. Donc, ce type d'hypertrophie, on a tendance à l'associer à la masse. En gros, on dit que c'est vraiment du muscle fonctionnel, c'est pas de la gonflette. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce type d'hypertrophie? Alors, plutôt, je vous ai dit, on a des fibres musculaires qui sont constitutifs du muscle. Donc ces fibres, en gros, c'est des cellules. En gros, à l'intérieur de ces cellules, vous allez avoir tout plein de choses. Et vous allez avoir notamment ce qu'on appelle des myofibrilles. Donc les myofibrilles, il y en a plusieurs. Et quand on fait de l'hypertrophie myofibrillaire, on va augmenter et la taille et le nombre des myofibrilles. Attention, hein, on augmente la taille et le nombre des myofibrilles, mais on augmente uniquement la taille des fibres musculaires. On n'augmente pas le nombre de fibres. C'est là aussi où il peut y avoir des petites confusions, où ça peut être un peu tricky à ce niveau-là. Donc les myofibrilles, en gros, vous avez plein de protéines à l'intérieur, dont deux grosses, qui sont l'actine et la myosine. On a des éléments qu'on appelle les sarcomères, qui en gros sont des petits compartiments à l'intérieur desquels vous allez avoir ces actines, ces protéines d'actine, ces protéines de myosine, qui en gros sont des filaments. Et quand votre muscle va se contracter, en fait ce sont vos sarcomères qui se rapprochent tous les uns des autres. Et ça c'est explicable par des liaisons chimiques au niveau de l'ATP sur vos ponts d'actine et de myosine. C'est ce qu'on appelle des nœuds de liaison. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. Si jamais vous voulez des détails, les podcasts, hein, voilà, vous connaissez la chanson, c'est super intéressant. Mais au niveau de l'hypertrophie myofibrillaire, en fait, vous allez augmenter la taille de vos myofibrilles tout simplement par une augmentation du nombre de ponts de sarcomères et vous allez aussi créer de nouveaux myofibrilles. Donc là, vous voyez, je le dis, je lis les notes. Donc, le sarcomère, c'est un élément constitutif de base des myofibrilles. C'est une structure cellulaire responsable de la contraction des fibres musculaires. Donc, la taille des sarcomères, elle ne va pas changer. Par contre, le nombre de sarcomères, lui, il va augmenter. Alors, il peut augmenter de deux manières. Il peut augmenter en série ou en parallèle. Si vous regardez des schémas sur Internet de comment ça se schématise, un sarcomère, vous allez voir, en gros, des bandes comme ça qui vont se superposer, mais ça c'est une vue en 2D. En réalité dans vos muscles c'est pas une vue en 2D, c'est une vue en 3D. Donc vous pouvez augmenter le nombre de sarcomères en série, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir deux, hop, vous en avez un troisième qui pop, ce qui fait que vous avez 3 sarcomères. Et vous avez le nombre de sarcomères en parallèle. Donc vous pouvez avoir vous avez les sarcomères sur une structure 3D comme ça, et hop, vous pouvez en rajouter un troisième. Et donc ça, votre manière de travailler, que ce soit les modes de contraction excentriques ou concentriques, vont avoir un impact justement sur ce type d'hypertrophie. Si vous travaillez de manière excentrique, vous allez plutôt travailler le nombre de sarcomères en parallèle. Et si vous travaillez en concentrique, vous allez plutôt travailler... non, pardon, je viens de dire une bêtise, excusez-moi. Si vous travaillez en excentrique, vous allez travailler en série, alors que si vous travaillez en concentrique, vous allez travailler en parallèle. Et donc, ça va avoir une incidence sur vos capacités. En gros, travailler en excentrique, ça va avoir un impact, donc j'ai dit c'est en série, donc sur la longueur de vos fibres musculaires.
Donc attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne peut pas augmenter la taille d'un muscle. Un muscle, il y a une origine, une insertion et une terminaison. Ça, c'est du tendon. Vous ne pouvez pas changer l'endroit sur lequel vous allez avoir votre insertion. C'est pas possible ça. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez tendre votre bras sur du biceps que votre muscle va s'allonger par la grâce du Saint-Esprit. Ça, c'est impossible. Votre insertion, c'est votre insertion. C'est quelque chose de génétique. On ne peut pas le modifier. Donc, moi, par exemple, j'ai un biceps qui est plutôt court. Eh bien, je ne pourrai jamais avoir un biceps long. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'aurais beau travailler en excentrique, j'aurais beau tendre le bras autant que je veux sur du curl biceps, ça n'arrivera jamais que mon muscle devienne plus long. Voilà. Donc, vous travaillez la longueur des fibres, mais elles ne deviennent pas plus longues au sens où votre muscle ne s'allonge pas. Tout ça, c'est lié plutôt à vos insertions. Voilà. Petit disclaimer. Pour toutes les fois où j'ai vu passer des gens qui disaient que si on voulait vraiment avoir un biceps, un petit biceps, il fallait faire des petites reps, et si on veut un long biceps, il faut faire des reps à pleine amplitude. Voilà. Bon. J'espère qu'on est en 2025, ce genre de choses, ça a été démystifié. Je pense que j'ai pas forcément besoin de le dire, mais je préfère au cas où qu'il y ait des gens qui soient néophytes ou qui ne connaissent pas forcément le sujet, je préfère le spécifier. Et donc, vous allez travailler cette longueur et ça va avoir un impact sur votre explosivité. Parce que plus vos fibres vont être longues, plus elles vont être capables de se contracter rapidement. Et au niveau du travail en concentrique, j'ai dit que vous travaillez le nombre en parallèle et là, vous allez plutôt travailler la force et du coup la largeur de vos fibres. Donc, au niveau de ce type d'hypertrophie myofibrillaire, je rappelle, hypertrophie myofibrillaire, c'est vraiment une hypertrophie sur les myofibrilles qui va avoir un impact plutôt sur la masse brute de votre muscle. Ça va être une hypertrophie qui va créer du muscle fonctionnel, donc c'est-à-dire que c'est plus lié à la force et à l'explosivité. Donc on est sur de la réelle... c'est de la viande quoi, c'est de la viande. Et donc, ce type d'hypertrophie est plutôt lié à ce qu'on appelle le stress mécanique. Alors, le stress mécanique, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé justement dans la vidéo intensité-volume. On va faire vite fait un petit récapitulatif. Donc, le stress mécanique, c'est un stress qui intervient lorsque vous travaillez avec des charges lourdes, donc en général 75% ou plus de votre 1RM. Quand on est sur des fourchettes de répétition plutôt courtes, alors on peut se situer entre 3 et 8 voire 10 répétitions. On a un volume qui n'est pas trop élevé, donc on va avoir 2-3 exercices avec 3-4 séries par exo et par groupe musculaire, et on va avoir une récup plutôt moyenne à longue, donc entre 3 et 5 minutes. Donc ça, qu'est-ce que ça donnerait en termes de programmation? Admettons, vous voulez travailler, je sais pas moi, vos pectoraux, ça veut dire que sur ce genre d'hypertrophie, si vous voulez faire de l'hypertrophie myofibrillaire, vous allez, admettons que au développé couché, vous avez un max à 100 kg, admettons que aux haltères, vous avez un max à 30 kg, et admettons que à l'incliné, vous avez un max à 80 kg. Bon, ça veut dire que vous allez faire des séries compris entre 3 et 10 répétitions avec, par exemple, 80 kg au développé couché, 20 kg ou 22 kg aux haltères, au développé couché en haltères, et au développé incliné, vous allez mettre 65-70 kg. Voilà. Vous vous situez sur une intensité plutôt haute, un volume plutôt moyen, et vous allez effectuer 3 séries, voire 4 séries sur chacun de ces exercices. Et donc là, vous prenez 3 ou 5 minutes de repos entre chaque exercice. Là, vous êtes vraiment sur du travail spécifique hypertrophie myofibrillaire, mais vous travaillez aussi votre hypertrophie sarcoplasmique. Vous n'êtes pas à 100% ou 0%, je le répète. Donc vous travaillez quand même en hypertrophie sarcoplasmique. Et donc, ce type d'hypertrophie, vous l'avez compris, du coup, c'est une hypertrophie qui est vraiment axée sur la force. On va vraiment avoir plus de force, mais ça a aussi un impact sur la taille des muscles. Mais on va voir avec l'hypertrophie sarcoplasmique juste après que la taille des muscles l'augmentation en taille des muscles est
plus grande sur l'hypertrophie sarcoplasmique que myofibrillaire, mais l'avantage c'est que l'hypertrophie myofibrillaire, comme vous avez plus de force disponible, plus vous avez de force, plus vous pouvez soulever lourd, plus vous pouvez soulever lourd, plus vous faites de viande. Bon point. Et donc ce type d'hypertrophie, c'est à privilégier, du coup vous l'aurez compris, pour des gens qui pratiquent des sports plutôt axés sur la force. Donc ça va être par exemple le powerlifting, ça va être l'haltérophilie, mais ça peut être aussi des sprinters ou même des gens qui font du lancer. Donc voilà pour l'hypertrophie myofibrillaire. Donc on récapitule le tout depuis le début pour ce type d'hypertrophie. L'hypertrophie myofibrillaire, ça travaille la masse musculaire et la force. Ça se travaille avec un accent sur le stress mécanique, donc des séries plutôt courtes avec 2-3 exercices, des temps de repos plutôt longs et des charges plutôt élevées sur un seul groupe musculaire, et donc répétable sur chaque groupe musculaire. Et du coup, ça s'adresse à des athlètes plutôt en powerlifting, en haltérophilie, en sprint, en lancer, bref. Donc voilà un petit peu l'overview de l'hypertrophie myofibrillaire. Je bois un petit coup. Alors, on va du coup passer à l'hypertrophie sarcoplasmique. Alors, l'hypertrophie sarcoplasmique en hypertrophie, en muscu, ça a une répute. Je sais qu'à une époque, je voyais beaucoup passer ça quand moi j'ai commencé. C'était un grand débat de l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est juste de la gonflette. Alors, pourquoi c'est juste de la gonflette? En fait, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le sarcoplasme. Donc, je vais vous lire tout de suite la définition. Donc, le sarcoplasme, c'est une membrane plastique qui entoure les myofibrilles. En gros, je vous explique comment ça marche. Vous avez votre fibre, à l'intérieur de votre fibre, vous avez toutes vos myofibrilles, mais vos myofibrilles, elles sont collées les unes, elles sont pas collées les unes aux autres. Entre les myofibrilles, il y a une membrane, c'est justement ce fameux sarcoplasme. Et donc ce sarcoplasme, il a un rôle qui est primordial et je dirais même essentiel, c'est que c'est lui qui va transmettre vos potentiels d'action. Les potentiels d'action, je rappelle, c'est ni plus ni moins que l'influx nerveux qui va arriver dans vos muscles pour dire « Hey, fais une action ». Donc votre neurone dans le cerveau, il envoie un message. En fait, dans le sarcoplasme, vous avez les motoneurones qui vont tout simplement dire aux muscles « Mec, là on a reçu un message, contracte-toi ». Voilà comment ça marche, schématisé très grossièrement. Mais encore une fois, si vous voulez plus d'infos, vidéo, système nerveux et sinon podcast, système nerveux et podcast hypertrophie. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que ça avait mauvaise réputation à une époque, c'est parce que l'hypertrophie sarcoplasmique, je lis mes notes, c'est une croissance musculaire qui est un peu plus artificielle. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur l'anaérobie lactique. Donc, anaérobie lactique, on en a parlé plus tôt, c'est la production d'acide lactique et en fait, en réponse à l'acide lactique, c'est une arrivée d'eau dans le muscle. En gros, allez, je vais vous faire un petit point, peut-être, j'espère que ça va vous intéresser. En gros, votre sang, il est plus basique que acide. En fait, le pH sanguin, il va être aux alentours de 7,5, 7,7. Un pH neutre, il se situe à 7. En dessous de 7, vous êtes en ce qu'on appelle l'acidité. Et au-dessus, vous êtes basique. Votre sang est basique. Le corps humain, il n'aime pas trop l'acidité. Et vous avez compris, acide lactique. Acide. On est sur un pH inférieur à 7. Et votre organisme, il n'aime pas trop le pH inférieur à 7. Donc, pour contrebalancer, c'est pour ça d'ailleurs que dans la filière anaérobie lactique, on a dans les déchets, au niveau métabolique, on a la formation d'ion H+. Et en fait, l'ion H+, il est synthétisé à partir de l'eau. Et c'est pour ça que quand vous allez faire de l'acide lactique, afin de maintenir votre pH, vous avez de l'eau qui va arriver dans le muscle pour former les ions H+, qui eux sont basiques. Et en fait, rétablir la balance du pH sanguin. Donc c'est pour ça que vous avez cette arrivée d'eau à l'intérieur de vos muscles. Et c'est pour ça qu'on parle de gonflette plutôt, parce que c'est votre membrane du coup qui va gonfler, mais c'est pas votre muscle en fait. C'est pas les éléments contractiles du muscle qui vont gonfler. Ça va être les membranes. C'est pour ça qu'on parle plutôt de gonflette. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites une séance, vous faites votre curl biceps, à la fin vous avez un pump de ouf. Bah ça c'est plutôt l'hypertrophie sarcoplasmique justement.
que l'hypertrophie myofibrillaire, qui elle n'est pas forcément visible, ou en tout cas pas tout de suite, qui met beaucoup plus de temps à être visible. L'hypertrophie sarcoplasmique peut se voir très rapidement. Et ça en fait c'est dû à quoi? C'est dû en fait à l'injection de sang dans vos muscles, et du coup c'est ça qui donne cet aspect gonflé. Et vous pouvez bosser en hypertrophie sarcoplasmique, pendant 3-4 jours votre muscle va être plus gonflé, et si vous vous entraînez pas, en fait au bout d'une semaine votre muscle il va dégonfler, et ça c'est du coup explicable par cette hypertrophie. Mais il ne faut pas croire que c'est complètement inintéressant de travailler l'hypertrophie sarcoplasmique, parce que moi j'ai vu ça énormément, et on continue d'entendre ce conseil, c'est qu'on dit que si tu veux bosser l'hypertrophie, il faut des charges lourdes et des répétitions entre 8 et 12 et du 3 minutes de temps de repos, et tu charges et tu pousses, et voilà, et c'est ça qui crée de la viande. Je suis d'accord avec ça, mais je vais le nuancer, parce que l'hypertrophie sarcoplasmique, ça peut quand même être très intéressant, dans le sens où vous allez pouvoir être capable d'effectuer plus de volume musculaire. Et en fait, en musculation, il y a une balance à trouver entre intensité et volume, encore une fois, et cette balance, elle est atteignable si vous travaillez de manière globale et complète dans votre pratique, quoi. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire que 50% d'un sport. Si par exemple demain vous êtes sprinter, vous ne pouvez pas juste travailler votre condition physique, vous êtes obligé aussi de travailler votre cardio. En fait, si vous faisiez que de l'hypertrophie myofibrillaire, ce serait un petit peu comme si vous étiez sprinter et que vous travailliez que vos conditions physiques, quoi. Enfin votre condition musculaire. C'est comme si vous ne travailliez pas votre cardio. Et en fait, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est un peu le cardio de vos muscles. Je schématise très grossièrement, hein, c'est pas exactement ça la véritable fonction. Mais je trouve ça un petit peu dommage de vouloir privilégier à 100% l'hypertrophie myofibrillaire. Parce que, en fait, plus vous pouvez faire un volume important, plus vous allez pouvoir augmenter la taille de vos muscles. Ça, c'est quelque chose qui est véridique. D'autant plus que vous avez un ratio au sein de vos fibres musculaires qui est positif pour le sarcoplasme. Vous avez un ratio de 30% de myofibril, 70% de sarcoplasme. Ça peut changer, ça peut varier d'un individu à l'autre, ça peut monter à 40% de myofibril, 60% de sarcoplasme, mais vous avez une balance qui est positive pour le sarcoplasme. Donc, le fait de vouloir augmenter à tout prix votre nombre de myofibril, de vouloir à tout prix augmenter le nombre de sarcomères, je comprends l'intérêt, mais travailler le sarcoplasme, travailler l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est important déjà parce que si vous renforcez votre sarcoplasme au niveau nerveux, ça a des incidences qui sont très intéressantes. Et quand vous faites de la force, en fait, il n'y a pas que la puissance et la force de vos fibres qui comptent. Il y a aussi, on a parlé dans l'épisode sur le système nerveux, mais il y a aussi toute la composante nerveuse. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être global et complet, parce que plus vous êtes fort, plus vous pouvez soulever lourd, plus vous pouvez soulever lourd, plus vous pouvez faire de muscles, plus vous êtes endurant, plus vous pouvez faire de volume, plus vous faites de volume, plus vous êtes capable aussi d'encaisser des intensités de travail élevées à plus haut volume. Donc tout ça en fait c'est des cercles vertueux qui se compensent les uns les autres pour tendre vers de la performance et tendre vers une meilleure hypertrophie et une meilleure condition physique générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas léser un mécanisme plus qu'un autre, et c'est pour ça que quand moi personnellement, en tant que coach, il y a des gens qui ne font que de l'hypertrophie pour vraiment construire un beau physique, presque tous mes programmes se constituent de un cycle où on va vraiment travailler en stress mécanique et un cycle où on va travailler plus en stress métabolique. Et donc le stress métabolique, on en arrive à comment travailler l'hypertrophie sarcoplasmique. Eh bien, l'hypertrophie sarcoplasmique bosse mieux quand on met un accent sur le stress métabolique. Et ce stress métabolique, comment il se travaille? Eh bien, c'est un petit peu l'inverse, entre guillemets, du stress mécanique, où là, on va mettre des charges plutôt modérées, donc entre 50% et 75% de votre 1RM. On va avoir des fourchettes de répétition plutôt longues, ça va être entre 8, 20, voire même plus.
Mais en général, quand vous êtes à 50%, vous pouvez difficilement aller plus loin que 20%. En fait, en dessous, il n'y a pas forcément. Il y a des études qui montrent que travailler en dessous de 50% de votre ARM, il n'y a plus forcément d'impact, à part si vous êtes un extrême débutant qui n'a jamais fait de sport de sa vie, mais il n'y a plus forcément d'impact au niveau musculaire, au niveau hypertrophie. Et vous allez effectuer 3-4 exercices par groupe musculaire. Et au niveau des séries, pareil, en 3-4 séries. Et au niveau des récupérations, on va être sur des récupérations courtes, voire incomplètes. Donc, ils vont se situer entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc, je récapitule l'hypertrophie sarcoplasmique. Hypertrophie sarcoplasmique, c'est une hypertrophie qui va avoir un rôle un peu artificiel, qui va faire gonfler votre muscle en volume, qui va lui donner un aspect plus galbé, plus gonflé. Et c'est une hypertrophie qui va avoir un impact sur votre capacité à encaisser des séries plus ou moins longues, c'est-à-dire le volume. Vous allez être capable de supporter plus de volume parce que vous allez avoir un meilleur influx nerveux au niveau de vos fibres musculaires. C'est une hypertrophie qui se travaille avec le stress métabolique, donc des séries plutôt longues, avec des temps de récupération incomplets, 30 secondes, 1 minute 30. Les séries, donc, on se situe sur 3-4 séries par groupe musculaire, et au niveau des exercices, on va avoir 3-4 exercices par groupe musculaire également. Donc voilà le rôle de l'hypertrophie sarcoplasmique. Maintenant, je vais terminer l'épisode en parlant des hormones, parce que je ne peux pas parler d'hypertrophie sans parler d'hormones, parce que l'hypertrophie, du coup, est liée, enfin la croissance musculaire est énormément liée aux hormones. Donc là, je vais beaucoup lire, parce que je vais beaucoup lire. Donc, on va avoir la testostérone. Bon, la testostérone, tout le monde connaît, voilà, c'est l'hormone masculine phare. Tout le monde en a entendu parler. Donc la testostérone, elle a un énorme impact sur la synthèse protéique. Elle fait également perdre du gras. Elle va mobiliser les cellules satellites et mobiliser la GH. Donc, la GH, c'est l'hormone de croissance. Alors oui, les cellules satellites, j'en ai pas parlé, mais en gros, au niveau de votre sarcomère, donc dans vos myofibrilles, vous avez ce qu'on appelle des cellules satellites. Et quand vous allez avoir un endommagement de vos fibres musculaires, en fait, les cellules satellites vont venir se démultiplier. Donc, une cellule satellite mère va donner naissance à 2 cellules satellites filles. Et ces cellules vont venir réparer la fibre musculaire. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous l'avez compris, l'hypertrophie musculaire est donc liée à la taille de vos fibres et au renforcement de vos fibres. Et donc, ces cellules satellites ont un rôle primordial dans la récupération et la reconstruction de vos fibres et donc dans l'hypertrophie. Donc, la testostérone, vous avez compris, important. Et la GH, ou hormone de croissance, alors, on entend beaucoup de choses sur la GH. En réalité, la GH, c'est pas quelque chose de super intéressant sur du court terme. C'est quelque chose qui est intéressant sur du très long terme. Beaucoup de gens qui font des cures de testo, ne faites pas ça, c'est complètement con, vous allez vous niquer l'axe gonadotrope, bref. Vous allez vous bousiller la santé, ne faites pas de cure de testo. Mais les gens qui font des cures de testo, en fait, la GH, c'est utile que si vous en prenez sur du très long terme parce que votre corps produit déjà suffisamment de GH. En fait, la testo va stimuler la GH. La GH agit en fonction du taux de testo que vous avez. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'hormone de croissance, c'est pas forcément le truc miracle et magique. Il y a des gens, vaut mieux privilégier votre taux de testo que votre taux de GH. Enfin, de toute façon, la GH, voilà, vous avez compris, c'est pas quelque chose de hyper important. Ça l'est bien évidemment, mais vaut mieux privilégier votre testo à votre GH. Bon, bref. Ensuite, on a l'IGF-1. Alors, ça, c'est un facteur de croissance qui, en gros, ça ressemble un peu à l'insuline, l'IGF-1, mais c'est pas vraiment de l'insuline. C'est une hormone qui est sécrétée par le foie et elle est stimulée par la GH. Voilà, donc je dis GH. Voilà. Donc, en gros, ça va augmenter. Alors, c'est un facteur éphémère, l'IGF-1. En gros, votre testo va stimuler votre GH et votre GH va stimuler le facteur de croissance IGF-1.
Et ça va avoir un impact au niveau de votre réponse métabolique. En gros, c'est la synthèse protéique, elle va avoir un boost quand l'IGF-1 est activé. Et il me semble que le boost dure 3 jours, c'est 72 heures. Alors ça va dépendre du coup de l'individu, mais en général c'est à peu près ça, il me semble que c'est 72 heures. Donc vous avez la testo qui va stimuler votre GH et la GH va stimuler l'IGF-1 qui va augmenter votre synthèse protéique pendant 72 heures. Et enfin vous avez l'insuline, donc l'insuline, quel est son rôle? Elle augmente le taux de pénétration du glucose et des acides aminés dans les fibres musculaires. Au tout début, je vous ai dit que c'était intéressant de de faire un post-workout parce que votre taux d'insuline était plus élevé. Eh bien, voilà la raison, tout simplement, parce que vous allez avoir une meilleure absorption des glucides et une meilleure absorption des acides aminés, donc des protéines, dans vos fibres musculaires, ce qui va faire que vous allez avoir une balance positive pour l'anabolisme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de manger après l'entraînement parce que vous avez une hausse de l'insuline. Et donc comment faire pour optimiser ces hormones et donc optimiser son hypertrophie? Eh bien là il y a plusieurs choses. Déjà il y a des facteurs sur lesquels vous pouvez agir et des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Le tout premier, c'est logique, c'est l'âge. Forcément, plus vous êtes vieux, moins votre corps va produire de testostérone. Donc forcément, au niveau croissance musculaire, ça commence à perdre. Toutes les études sont catégoriques là-dessus. On a remarqué que la testostérone commence à stagner à partir de 30 ans et elle commence à baisser très progressivement à partir de 32 ans et ça s'accélère à partir de 40 ans. Donc jusqu'à 30 ans, vous pouvez y aller, votre testo, elle est blindée. Il y a deux moments dans la vie d'un sportif, d'un homme, où la testo elle est plus élevée qu'à d'autres. Alors c'est des études qui ont démontré ça, c'est pas moi qui le dis. Le premier moment c'est la puberté, donc de 13 à 16, 17 ans, voire 18 ans, la puberté ça dépend les gens. Mais là c'est le premier gros pic de testo. Et le deuxième pic de testo c'est 28 ans. Il y a des études qui ont démontré que le pic physique pour un homme, c'était 28 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la vingtaine, mais au final, le meilleur moment, le moment où physiquement parlant, votre corps va être le mieux, c'est 28 ans. Alors bien évidemment, c'est pas vous commencez le sport à 28 ans et ça y est, vous êtes à votre prime. Non, c'est vous faites du sport depuis vos 20 ans, mais votre prime physique sera à 28 ans. Vos capacités en termes de production de testo, en termes d'hormones, en termes de production de masse musculaire, etc., synthèse protéique, bref, tout ça, la fleur de l'âge, c'est 28 ans. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'était l'âge vraiment roi, entre guillemets. Et il y a beaucoup de sportifs, de toute façon, de témoignages qui disent l'âge à partir duquel ils ont vraiment été le plus mûrs en tant que sportif, et sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect technique, l'aspect métabolique et l'aspect musculaire, c'était aux alentours de 28 ans, 30 ans. On a même certains athlètes qui disent que leur prime, c'était 32 ans. Donc vous voyez qu'on dit la testo ça commence à baisser à partir de 30 ans, mais au final on a beaucoup d'athlètes qui disent que leur prime c'est au niveau justement de ce moment où la testo commence à baisser. Donc c'est un peu paradoxal et voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez la trentaine, ne vous dites pas « Oh c'est mort, c'est foutu pour moi, je peux plus faire de perfs ». Non, en fait vous pouvez faire des perfs jusqu'à tard hein. Et on voit, il y a des athlètes qui ont 35-36 ans. Alors forcément, ils commencent à baisser en termes de performance par rapport à des athlètes qui sont un peu plus jeunes, qui ont 25, 26, 27, 28 ans. Mais ils font encore des perfs à 35, 36 ans. Donc vous n'êtes pas foutu à 30 ans, vous en faites pas. Donc voilà, l'âge déjà c'est un premier facteur sur lequel vous n'avez malheureusement pas de contrôle. Mais ne vous en faites pas, hein. Vous voyez qu'à 30 ans, on peut encore très bien performer. Ensuite, il y a la masse grasse. Alors, il faut savoir que plus votre taux de masse grasse est élevé, plus votre taux de testo va être faible. En fait, il va se passer un truc, si vous êtes un homme, c'est que si votre taux de masse grasse est vraiment très élevé, vous allez vous mettre à faire de l'œstrogène. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote marrante. J'ai vu une étude là qui est sortie, il y a quelques temps maintenant, mais j'ai vu une étude là qui est sortie sur justement l'œstrogène, où en laboratoire, on a fait le test sur des souris. On a blindé des souris en testo
et on a blindé des souris en oestrogène. Et le but, c'était de voir en termes de comportement et d'agressivité comment ça se traduisait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire parce que en fait, les souris qui étaient blindées en testo se comportaient pas de manière plus agressive. Il n'y a pas eu énormément de changements. Elles ont juste eu un développement musculaire plus important. Mais c'était pas ça le sujet de l'étude. Et par contre, les souris qui étaient blindées en oestrogène, c'était le chaos. Les souris sont devenues hyper agressives entre elles. Elles s'attaquaient et ils ont dû séparer les groupes de souris sous oestrogène parce qu'elles pétaient les plombs. Voilà, c'est un truc qui m'a fait rire. Donc on entend souvent dire que la testo, la masculinité toxique, c'est à cause des taux de testo trop élevés et tout. Peut-être que... Bon après voilà, hein, c'est sur des souris, c'est en laboratoire, c'est dans des conditions particulières. Pourtant l'étude était carrée, hein, j'ai regardé, il n'y avait pas trop de biais, enfin, c'était bien mené. Mais voilà, donc on entend souvent la testo un peu toxique. Bon. Du coup, on aura tendance à nuancer ça, hein. Peut-être qu'au final, c'est l'oestrogène qui est toxique. Bon, je ne m'aventure pas plus loin parce que je commence à dire des gros mots là, surtout sur YouTube. Donc la masse grasse a un impact sur votre taux de testo et du coup sur votre synthèse protéique et votre production de masse musculaire. On a le stress chronique. Alors quand je dis stress chronique, faut pas tout mélanger, hein, je précise bien stress chronique. Je parle pas du stress au sens large parce que le stress, on a vu que l'hypertrophie c'était un type de stress. Travailler son muscle, pour que son muscle se développe, il faut qu'il y ait un taux de stress qui soit suffisant. Donc là on va être sur un stress qui va être bénéfique. Le stress chronique c'est autre chose. C'est vraiment un stress qui va lui avoir un aspect négatif. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, votre taux de cortisol va augmenter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress justement, mais c'est pas négatif que votre cortisol augmente le matin. C'est normal, c'est pour augmenter votre influx nerveux, c'est pour augmenter en fait vos capacités cérébrales. C'est là où il y a tout qui s'accélère. Vous vous réveillez, vous commencez à arriver à la vie. Le cortisol, c'est pas forcément négatif. Le stress chronique, en revanche, c'est des taux d'augmentation de cortisol qui sont très élevés à des temps un peu courts. Et il y a d'autres mécanismes, d'autres hormones, d'autres choses qui se passent en dehors du cortisol pour le stress chronique, mais qui là, par contre, est vraiment négatif et a un impact sur votre taux de testo et sur un petit peu tout votre métabolisme. Ça vient un petit peu parasiter tous les mécanismes métaboliques. Et donc c'est négatif pour la croissance musculaire. Donc voilà, quand je dis stress, c'est vraiment le stress chronique. C'est pas le stress quand vous vous réveillez le matin, c'est pas le stress dû à une tasse de café, c'est pas le stress dû à l'entraînement. C'est vraiment un stress qui va être lié à des éléments de votre vie, comme par exemple, vous êtes en retard, vous êtes en mode « oh merde, j'ai un rendez-vous hyper important et je suis en retard, le boulot, vous avez une pression de fou ». Voilà, ça c'est plutôt sur ce genre de stress-là qui vont être négatifs. Et ça peut être un stress aussi qui est lié au prochain point, le manque de sommeil. Le sommeil, les gars, il faut que vous dormiez. Je vous jure, le sommeil, c'est mésestimé de fou. C'est le truc où les gens font le moins attention, alors que c'est le truc le plus important. Le sommeil, ça conditionne tout. Parce que le sommeil, il va conditionner votre humeur, il va conditionner vos capacités d'entraînement, il va conditionner votre récupération, il va conditionner votre alimentation. Parce que si vous dormez bien, vous avez plus d'appétit, vos niveaux insuline et tout, vos taux hormonaux, c'est bien mieux régulé quand vous avez un bon sommeil. C'est pour ça les gars, vraiment le sommeil, c'est le roi quand vous faites du sport et même dans la vie de tous les jours. Si vous devez privilégier un truc, c'est votre sommeil. Je vous jure, arrêtez tout ce que vous faites, privilégiez un sommeil de qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment le point, dormez les gars, dormez, je vous jure. Moi je passe des nuits extrêmement longues, je dors de 22h à 8h, je pourrais faire moins, mais c'est trop important. Vraiment le sommeil c'est le banger. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'erreur de négliger mon sommeil, je dormais 5 heures par nuit parce que je trouvais que le sommeil c'était une perte de temps et puis je trouvais ça cool. En Occident, je sais pas pourquoi on a ce truc de dire le café, quand vous buvez du café, vous êtes valorisé socialement et quand vous dormez peu, vous êtes valorisé socialement en mode ouais, vous n'êtes pas un flemmard, vous êtes un mec, voilà, vous bossez. Les gars, le sommeil, c'est trop important. Dormez. Arrêtez la vidéo, allez dormir. Donc le sommeil, ça a un impact considérable sur la croissance musculaire, sur vos taux d'hormones et sur absolument tout. Donc très important. Ensuite, l'apport calorique.
si vous avez un surplus calorique ou un déficit calorique trop important, eh ben, ça a un impact forcément sur vos taux d'hormones. Si on a un apport protéique qui n'est pas assez important parce qu'on a un déficit trop important, bah, dans ce cas-là, on va venir utiliser des acides aminés et au niveau de la synthèse. Et là, bah, on veut éviter ça à tout prix, hein. On veut utiliser plutôt du glycogène et du glucose. Glycogène égale stock de glucose. Et si on a trop, eh ben, en fait c'est l'inverse, si on a trop de calories, enfin vraiment beaucoup trop de calories, si on a 1000 calories de plus que ce qu'on doit, bah, en fait ça rejoint le taux de masse grasse qui est trop élevé et ça vient bousiller un petit peu votre système hormonal. On a des carences en vitamines et notamment la carence en vitamine D. Et il faut savoir quelque chose, c'est que la vitamine D, on est en carence toute l'année. Donc la vitamine D, la vitamine du soleil, hein, c'est celle que l'on synthétise. Notre corps la produit, mais elle est synthétisée lorsque on a la peau qui est au soleil. On est en carence toute l'année. Allez voir votre médecin, demandez-lui, est-ce que c'est vrai qu'on est en carence en vitamine D? Il vous dira oui. Et je voudrais faire un point sur la vitamine D pour tous les gens qui se complémentent. Ne prenez pas des ampoules. C'est complètement con. Je ne sais pas qui est le mec qui a inventé les ampoules. Là, vous savez, vous avez une ampoule grande comme ça, vous la buvez et on vous dit vous êtes tranquille pour 3 mois. Les gars, ça c'est de la merde, c'est des conneries. Je vous jure, c'est débile. La vitamine D, comme tous les minéraux et toutes les vitamines, votre corps, en fait, il peut stocker une certaine quantité, mais l'excédent, il le dégage. Donc si vous prenez une quantité de vitamine D qui est suffisante pour les 3 prochains mois, ok, c'est cool, mais c'est de la vitamine D qui est déjà synthétisée. C'est ça en fait la différence entre prendre votre corps, il en produit assez de la vitamine D, il n'a pas besoin de complémentation. Par contre, c'est la synthétisation de la vitamine D, c'est ça en fait dont on est en carence. On est en carence de vitamine D parce que notre corps il en synthétise pas assez. Et ça, quand vous prenez des compléments, vous prenez de la vitamine D qui est déjà synthétisée. Donc en fait, là moi je prends des gélules, là, par exemple, la gélule, tous les jours vous allez apporter un stock. Tous les jours vous allez apporter une quantité qui est nécessaire. Et là c'est bien, pourquoi? Bah parce que du coup vous n'avez pas d'excédent et tous les jours c'est régulier. Alors que si vous prenez 3 mois d'un coup, bah en fait votre corps il va assimiler peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais les jours d'après, bah votre corps il n'a pas que ça à faire en fait, stocker. Rappelez-vous, hein, le corps, son but c'est de fonctionner en ayant le minimum de dépenses énergétiques. Faire du stock, le stock ça coûte de l'énergie à votre corps. Donc stocker, il en a rien à foutre lui aussi de ça. Les seuls trucs qu'il va stocker, c'est le glucose, il va stocker sous forme de glycogène et ça c'est des mécanismes qui sont explicables en plus parce que c'est des mécanismes métaboliques qui sont notamment liés au foie et aux propriétés du foie. Donc c'est hors sujet ça, mais voilà. Donc prenez pas d'ampoule, c'est des conneries. Prendre une ampoule de 3 mois, ok, vous allez avoir les effets sur 2, 3, peut-être 4 jours, mais après tout le reste c'est perdu. Donc ne prenez pas ces putains d'ampoules, ça sert à rien, c'est un élément marketing qui a été inventé il y a des années de ça, où on disait qu'il fallait faire des cures, parce que nous on a cette image de il faut faire des cures de compléments, alors qu'en fait il ne faut pas faire des cures, il faut en prendre tout le temps. Ou en tout cas si vous n'avez pas assez apporté par votre alimentation, mais c'est bien mieux de prendre des gélules quotidiennement. Donc voilà un petit peu pour la vitamine D, fin de l'aparté. Parce que la vitamine D a un énorme impact avec les oméga 3, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a souvent tendance à associer vitamine D et oméga 3, parce que en fait la vitamine D s'assimile mieux quand elle est accompagnée d'une source de gras, notamment les oméga 3, ou des poissons gras, etc. Donc ça a un énorme impact sur la testo, la vitamine D a un énorme impact sur la testo. Et du coup, le ratio entre oméga 3 et oméga 6. Alors le ratio en général, il est de 1 pour 1 ou 1 pour 4. Donc 1 pour 1, oméga 3, oméga 6, 1 pour 4, oméga 3, oméga 6. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est très important d'avoir un bon ratio. L'oméga 3 en général, l'oméga 6, c'est pas un problème. L'oméga 3, ça dépend de votre alimentation, ça dépend de comment vous mangez. Normalement, vous n'êtes pas loin, si vous avez une alimentation variée, que vous mangez correctement, vous devez être pas loin de la quantité journalière. Après, c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'une complémentation en oméga 3, mais c'est pas pour tout le monde. De toute manière, là, je vais vous dire quelque chose, c'est avant de faire une complémentation,
je vous conseille de faire une prise de sang en fait, tout simplement. Parce qu'on voit des gens, ils prennent des compléments, machin, mais des fois c'est un peu placebo. Parce que y a des gens qui prennent des minéraux, des vitamines en complément, alors qu'en fait ils mangent énormément de légumes et ils sont très carrés sur leur diète. Et au final, quand ils font une prise de sang, ils se rendent compte que ah ouais, mais en fait j'ai pas besoin de compléments. Et du coup, bah pourquoi se complémenter quand on n'a pas besoin? Le complément, il est là pour apporter quelque chose qu'on n'a pas. Et ça, c'est dû à notre alimentation actuelle. Voilà. Bon, j'ai fini cet épisode sur l'hypertrophie. La fin est partie un petit peu en cacahuète, un petit peu dans tous les sens. On a un peu moins abordé l'hypertrophie et on a un peu plus parlé de choses diverses et variées au niveau des hormones, etc. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de vous donner plein de petits tips, plein de petits trucs pour optimiser votre hypertrophie, optimiser votre croissance musculaire. Tous ces petits trucs que je vous ai dit sur la vitamine D, sur la masse grasse, sur l'apport calorique, la testo, tout ça, comment bien gérer, bien dormir, tout ça. En fait, c'est des choses qui, à première vue, c'est pas l'hypertrophie, mais ont un impact tellement considérable sur l'hypertrophie et la croissance musculaire que je pouvais pas ne pas en parler. Et voilà. J'étais obligé de le dire, même si peut-être que ça vous intéresse un peu moins, que vous étiez là vraiment pour l'hypertrophie. Bon, au moins vous avez ces connaissances-là maintenant, et vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu, qu'il faut dormir les gars, il faut dormir, il faut beaucoup dormir. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode numéro 3 de Tout savoir sur le sportif et l'hypertrophie. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ça a été assez clair, que je ne suis pas allé trop vite, que vous avez bien aimé les explications, que vous avez appris des choses, parce que moi c'est ça l'objectif de ces épisodes, c'est que vous appreniez des choses. Si jamais... hop là, on va pas renverser le café. Si jamais vous avez aimé l'épisode, je vous demanderai de mettre un like et un commentaire. Et si jamais ça vous intéresse de vous abonner, si vous voulez voir les prochaines vidéos, moi les likes ça m'aide et les commentaires ça aide aussi au référencement. Donc comme j'ai en ce moment envie de développer un petit peu la chaîne YouTube, ça m'aiderait énormément que vous placiez un commentaire, même si c'est un commentaire qui dit, qui met juste un pouce ou un point ou juste vous mettez référencement, je m'en fous. Mais moi ça m'aide énormément, vous ça vous demande pas énormément de temps. Donc si jamais vous voulez m'aider, me soutenir, c'est une manière gratuite de le faire qui moi m'aide pas mal. Donc voilà. Allez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et sinon pour le prochain vlog, pour les gens qui suivent le vlog qui sortira mercredi semaine prochaine. Allez, ciao les gars.